Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci d'être toujours passionnément fidèles, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir mes amis. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est l'hommage qui a eu lieu aujourd'hui à Paris en mémoire des 51 Français tués le 7 octobre 2023 en Israël lors du massacre perpétré par les commandos du Hamas ou morts lors de leur détention à Gaza. L'émotion à Paris le disputait à l'inquiétude. Le combat pour la République et contre l'antisémitisme est un combat que nous avons en partage avec le président du Sénat. Et donc ce combat-là, il ne s'arrête pas et nous devrons le mener jusqu'au bout. Depuis 2 ans et depuis la rétorsion militaire israélienne contre le Hamas à Gaza, qui a fait plus de 66 000 morts, l'antisémitisme flambe en France comme en Europe. 2 ans après le 7 octobre, qu'en est-il du sentiment d'abandon et d'isolement des Juifs français? On en débattra ce soir avant de vous retrouver en dernière partie d'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et là, on parle couronne. Oui, couronne luxembourgeoise. Elisabeth, oui, au Luxembourg, le grand-duc Henri a abdiqué. C'est son fils Guillaume qui lui succède, désormais Guillaume V. Ça s'est passé très bien, calmement, c'est chouette. Et ben nous allons nous plonger dans la généalogie luxembourgeoise. Et vous, Marie? Prenez votre mal en patience, Elisabeth. Moi, je vais vous faire une chronique sur les files d'attente. Il paraît qu'on poireaute plus qu'avant et qu'on adore ça. Ah oui? Même les vieux? Ouais. Nous? Ah bon, très bien, tout à l'heure. Et pour commencer, une analyse de la situation politique inédite, effarante, brouillardeuse dans laquelle la France se trouve, après la démission du météorique Premier ministre Lecornu, et après l'ultimatum que lui a fixé Emmanuel Macron pour négocier d'ici demain soir, sinon quoi d'ailleurs? Démission, dissolution. On va en parler avec l'historien et politologue Vincent Martini tout de suite. Vincent Martini, bonsoir. Je vous présente Adan Ndiaye et Benjamin Sportouche. On est ravis d'accueillir le professeur de sciences politiques que vous êtes à notre table pour essayer de comprendre et de diagnostiquer et d'émettre des hypothèses sur cette crise politique, cette crise de régime. Comment vous la qualifiez? Je dirais que c'est une crise politique aggravée. Ce n'est pas encore une crise de régime, parce qu'une crise de régime, elle serait causée si, par exemple, le président de la République devait en venir à démissionner, ce que je ne pense pas, puisque là, ça entraînerait vraiment une situation au-delà de l'inédit. Mais pour l'instant, on est dans une crise politique aggravée, c'est-à-dire un système qui hoquette toujours au même endroit, et qui fait que, voilà, on n'a toujours pas de gouvernement, on est aux portes probablement d'une nouvelle dissolution. Donc oui, évidemment, il y a des raisons de s'inquiéter, mais encore une fois, entre une crise de régime et une crise politique même forte, il y a encore un temps. Il y a des nuances. On va les évoquer plus en avant, mais d'abord votre profil idéal, cher Vincent Martini, réalisé par Gaël Legras. Vincent Martini, vous êtes politologue, chercheur associé au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Pour analyser la crise que nous traversons, vous avez le profil idéal. Le 9 juin 2024, après les élections européennes remportées par l'extrême droite, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Le 7 juillet, après le second tour des élections législatives, le processus de clarification est engagé. Aucun parti politique ne détient donc ce soir de majorité absolue. Arrivé en tête, le nouveau Front Populaire, alliance des partis de gauche, demande la nomination de Lucie Castet tout l'été. Le 5 septembre, Emmanuel Macron nomme le LR Michel Barnier. Il succède à Gabriel Attal. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me très très utile. Après 91 jours, Michel Barnier quitte Matignon. Renversé par une motion de censure en décembre, son gouvernement bat momentanément un record de brièveté dans la Ve République. Pour mieux discerner la voie à suivre, Emmanuel Macron nomme François Bayrou. Je pense qu'il faut essayer. Et je pense que si on essaie, peut-être pourra-t-on trouver un chemin inédit. Plan budgétaire, 44 milliards d'économies, suppression de 2 jours fériés, diminution du budget de l'assurance maladie, gel du barème de l'impôt sur le revenu. Les 8 mois et 27 jours de François Bayrou accouchent d'un vote de défiance à l'Assemblée nationale. Mais cette fois, c'est sûr, Emmanuel Macron éclaircit l'horizon en nommant Sébastien Lecornu. On va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. 26 jours pour annoncer un gouvernement, 14 heures pour démissionner dans la foulée. La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide. Il appartient désormais au président de la République de, comment dire, clarifier la situation.
Gaël Legras est taquin, il s'est surpassé. Vincent Martini, non mais réellement, quand vous remontez en arrière dans vos connaissances, est-ce que dans la 5e ou même dans la 4e, on avait vu ça? Un Premier ministre qui met d'abord 26 jours à être nommé et qui ensuite démissionne au bout de quelques heures après avoir constitué son gouvernement. Non, on l'a beaucoup dit, c'est inédit, mais il faut peut-être aussi requalifier cette crise en disant on a eu 5 Premiers ministres en 3 ans, c'est autant que dans la décennie précédente. Si on remonte dans le temps, il fallait environ 12 à 14 ans pour avoir autant de Premiers ministres. 11 motions de censure. Les dernières, c'était 3 en 2018, 1 en 2013. C'est-à-dire, là, d'habitude, il y a 50 lois votées au Parlement, il y en a eu 26 cette année, à moitié. Donc il y a une fébrilité, il y a quand même une fébrilité, il y a une oui. déliquescence, il y a le sentiment que tout simplement l'eau monte, quoi. Les eaux montent, le système commence un peu à être attaqué, y compris par ceux qui étaient parfois ses fidèles soutiens, évidemment, vous n'avez pas évoqué, mais alors, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Justement, on voulait votre diagnostic. Édouard Philippe a proposé une présidentielle anticipée. Est-ce qu'il a le souci du bien commun ou est-ce qu'il pense à sa pomme? Non, ça c'est difficile à dire. Encore une fois, souvent, en politique, vous savez, c'est toujours un peu des deux. Édouard Philippe cherche une solution et il cherche en même temps à se distinguer. Il pense évidemment à lui, mais bon, à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle déclarée, il n'y a pas de mal forcément à ça. Ce qui est quand même plus surprenant, c'est qu'il soit si proche du président de la République, enfin, en tout cas proche. Il a été proche du président de la République et de sa majorité. Il est dans le bloc central. Et là, c'est inquiétant pour le président parce que vous avez y compris vos plus proches alliés qui commencent à se disloquer, à se détourner de vous, essayer de trouver des solutions en dehors de vous, tout ce que n'aime pas particulièrement Emmanuel Macron. Et la dissolution, alors, est-ce que vraiment elle accoucherait d'un système différent de celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une tripartition? Non, il y aurait une tripartition, ça c'est sûr. C'est-à-dire le RN, le bloc central, il y aurait toujours le RN, le bloc central, la gauche. Les équilibres pourraient changer. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, les hypothèses, les premières projections, c'est très difficile puisque la dissolution n'est même pas annoncée. Et vous savez, il y a des dynamiques électorales qui jouent un rôle très important. Une fois que l'élection est lancée, y compris des gens qui ont dit jamais je ne voterai, se mettent à voter. Il y a des alliances qui se forment parce qu'en plus on est dans des systèmes politiques contemporains, pas seulement en France mais partout, où les dynamiques politiques jouent un rôle de plus en plus important de court terme. Surtout dans un système qui est devenu totalement imprévisible. Donc, sur la question des équilibres, on ne pourrait pas se prononcer. On dit pour l'instant qu'il y aurait évidemment une progression très forte du Rassemblement national. Avec moins de Front républicain, peut-être? Avec moins de Front républicain, mais je relativiserai un tout petit peu cette hypothèse-là, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui ne feront pas le Front républicain l'ont déjà quasiment pas fait l'année dernière. C'était LR. Environ 25% des électeurs LR avaient participé au Front républicain. Il est possible que ça baisse un peu, mais ça ne fera pas significatif. Le bloc central, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne le ferait pas. Encore une fois, tout est à voir dans les prochaines semaines. Et les électeurs sociodémocrates, quand même, sont structurés par un ADN qu'ils feront républicains. Donc, encore une fois, il faut se méfier des déclarations qui sont tout à fait normales en politique parce que les esprits s'échauffent et puis il y a un mouvement de panique qui se saisit des appareils partisans pour l'instant. Mais vous voyez bien que même à gauche, après des noms d'oiseaux pendant plusieurs années, eh bien, la France insoumise essaye de, si ce n'est tendre la main, en tout cas, à nouveau, de faire une sorte de place pour une discussion avec les uns et les autres. Mais quand même, revenons juste une seconde sur la démission. 73% des Français, c'est un chiffre des derniers sondages, souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. Ça peut peser. Alors ça, vous avez dit... Ça, c'est sans précédent. Il y a eu des discussions sur la démission du président de la République dans les années 80 sous François Mitterrand, au moment de la cohabitation. En 86, on se disait, après tout, ça n'est jamais arrivé. Est-ce que le président, s'il n'était pas fidèle à l'esprit de la Constitution, ne devrait pas quitter le pouvoir? Mais en réalité, il n'y avait pas vraiment de mouvement d'opinion très fort autour de cette question qui avait été clarifiée par cette cohabitation avec une victoire très nette de la droite. Là, on est dans une situation, c'est vrai, sans précédent. Et en même temps, qu'imaginer, en fait, que la démission du président de la République, qu'est-ce qu'elle générerait, en réalité? Là, on rentrerait vraiment dans une crise de régime. Alain Duhamel, sur une autre chaîne, disait que ce serait la fin de la Ve République. Il est probable, en tout cas, que le fait présidentiel, l'institution présidentielle soit atteinte et que surtout, et ça c'est à juste titre, dès qu'il y aurait un problème pour un futur président, eh bien, on appellerait aussi à sa démission. À mon avis, une sorte de mandat impératif. Une sorte de mandat impératif. Soit on introduit demain, dans une réforme institutionnelle imaginaire, la possibilité d'une révocation sous certaines conditions, comme c'est le cas de certains acteurs politiques. Le gouverneur de Californie peut être révoqué, vous savez, par un certain nombre de citoyens qui considèrent qu'il n'a pas accompli son mandat. Peut-être qu'on pourrait accuser Emmanuel Macron dans cette situation, mais aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Ça n'est pas le cas. Voilà. Alors, la presse, un quotidien du soir évoque un tragique vaudeville ou une comédie dramatique à propos de ce qui se passe. Que dit la presse européenne? On va en parler avec vous, Vincent Martini, avec Anna. Oui, plusieurs journaux ont consacré leur une à la crise politique actuelle que nous traversons. J'en ai choisi 3. Regardez, en Espagne, El País titre plutôt sobrement « La France entre dans sa plus grande crise politique depuis des décennies », tout en rappelant qu'Emmanuel Macron est désormais piégé dans son propre labyrinthe. Mais d'autres sont bien plus virulents envers le président français, comme le journal conservateur milanais La Verità, avec sa une implacable, humilié, donc Emmanuel Macron est humilié, et précisant qu'on ne peut pas gouverner contre ses électeurs.
Et puis enfin la Belgique, qui est souvent montrée du doigt, qui a été souvent montrée du doigt par le passé parce qu'elle avait des difficultés à constituer son gouvernement. Et elle ne s'est pas privée de commenter le cas français. Regardez le quotidien Le Soir, titre, vous l'avez dit Elisabeth, Vaudeville à la française, suivi d'un édito à la sulfateuse. Le chaos et l'irresponsabilité politique sont en train de torpiller la démocratie française. L'épisode Le Cornu est juste l'étape la plus pathétique, et sans doute pas la dernière, d'une descente aux enfers initiée par le président Macron. C'est quand même assez violent. Alors, est-ce que cette crise politique actuelle en France, elle est en train d'affaiblir déjà la position de la France au sein de l'Europe? Bon, alors là, je lisais dans le même quotidien du soir que vous que la crise aurait coûté 15 milliards, le Monde pour ne pas le nommer, que la crise aurait déjà coûté 15 milliards au pays, donc c'est quand même déjà un coût considérable. Oui, évidemment, vous savez, un système politique, c'est comme les marchés, ça fonctionne sur la confiance. Et la confiance, elle fonctionne sur un degré minimum de prévisibilité. Il faut que vous puissiez prévoir ce qui va se passer. Qu'on joue dans un jeu, et c'est le cas aussi pour les commentateurs comme moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais en revanche, comment est-ce qu'on commente la vie politique? On en connaît l'histoire et on voit un système dans lequel les acteurs disposent d'une certaine rationalité. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'on est sorti de ce déficit, on est sorti de la confiance suffisante dans les institutions, dans un homme politique, Emmanuel Macron, y compris parfois, pour certains Français, dans les valeurs même qui nous soudent ensemble, et les forces de division sont très grandes. Tout se disloque, aurait dit le poète irlandais Yeats, le centre ne peut plus tenir. Et donc à ce titre-là, on peut s'inquiéter évidemment de cette situation, parce que l'imprévisibilité, elle mène forcément à un sentiment de chaos. Parce qu'à partir du moment où vous vous dites que tout est possible, alors évidemment la tentation du mal aussi sort de cela, du mal comme du bien. Mais il en sort souvent plus de mal que de bien. Vincent Martini, définitivement la France ne pourra jamais accéder à un compromis politique, à une coalition comme on le voit dans notre pays, on en parle sans cesse. Ça n'arrivera pas, c'est pas notre ADN? Alors, je ne suis pas du tout, moi, parce qu'on favorable dit, voilà, à cette analyse. Emmanuel Macron dit c'est pas mon fait, c'est le fait des partis qui ne s'entendent pas. Ce que je dis par rapport à ça, c'est que la France n'est pas différente des autres pays. Elle a en revanche une culture politique qui ne favorise pas les compromis. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dans un système dans lequel l'exécutif est en prééminence par rapport aux autres, dans lequel, par ailleurs, depuis l'hyper-présidence qui a commencé avec Nicolas Sarkozy et pas avec Emmanuel Macron, mais qui a été renforcée par Emmanuel Macron, l'hyper-responsabilité du président de la République crée une irresponsabilité des autres. C'est-à-dire qu'on est dans un système dans lequel personne ne se sent responsable, puisqu'en fin de compte, tout dépend et tout n'émane que d'une seule personne. Et donc les partis politiques sont responsables? Évidemment, dans une crise politique où tout le monde est responsable, de ne pas arriver à s'entendre, de ne pas arriver à dialoguer. Mais encore une fois, ça part d'une position, de prééminence de l'exécutif, à l'intérieur de ça, d'une position de prééminence du président de la République, qui, lui, n'arrive pas, encore une fois, à laisser aller. Ça commence déjà l'année dernière, mais on pourrait même dire que ça commence avec cette réforme des retraites qui est imposée contre les Français et qui fait qu'à un moment donné, le président s'entête. Je pense que là, il fait une erreur et il érode non seulement sa personne, mais aussi la présidence elle-même qui est totalement démonétisée par la dissolution, là, qui fait office de révélateur. Eh bien, écoutez, merci Vincent Martini pour ce tableau légèrement funèbre, mais c'était passionnant, votre décryptage. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On va passer à notre débat sur le ressenti des Juifs de France face à la montée de l'antisémitisme en parole et en acte en France et d'ailleurs en Europe et dans le monde. 2 ans après le massacre du 7 octobre perpétré par les terroristes du Hamas et alors que la riposte militaire israélienne dévastatrice à Gaza suscite indignation et interrogation, qu'en est-il de ce sentiment d'abandon et d'angoisse des Français juifs? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Depuis 2 ans, depuis les massacres et les prises d'otages du Hamas, ces Français de confession juive se réunissent chaque vendredi au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme à Paris. L'occasion de se souvenir des 1200 victimes, parmi lesquelles 51 Français, et d'appeler à la libération des derniers otages. Ce rassemblement a une vertu thérapeutique. C'est aussi un besoin de réconfort dans un climat de colère et de peur aussi face à la montée des actes antisémites. Depuis le 7 octobre 2023 et le déclenchement de la riposte massive d'Israël, la France enregistre effectivement une hausse des actes antisémites qui s'élève désormais à un niveau alarmant. 1570 actes recensés en 2024. Ces 1570 actes sont à comparer aux 436 actes de 2022, qui témoignent du changement d'échelle de l'antisémitisme après le 7 octobre. Tags, injures, violences verbales et physiques se sont multipliés.
un antisémitisme souvent légitimé par la situation à Gaza, sur fond de critique de la politique du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Dans ce contexte, certains Français juifs enlèvent la kippa dans la rue, changent leur nom sur les applications de livraison ou encore évitent certains sujets de discussion. Dimanche dernier, lors d'une soirée de commémoration, des anonymes, des artistes et des intellectuels, juifs pour la plupart, ont dit leur ras-le-bol. J'en ai marre de ce qu'on se prend dans la figure depuis 2 ans. Tout en exprimant un sentiment d'abandon. Au lendemain du 7 octobre 2023, après le plus grand massacre de juifs postérieur à la Shoah, quels artistes, quels auteurs, quelles grandes voix ont pris la parole en France après cette tuerie? Très peu, quasiment tous étaient juifs. Pourquoi ce silence? Alors la République a-t-elle vraiment été silencieuse? Le sentiment d'abandon des Juifs de France est-il justifié? Nos 3 invités pour ce débat, Denis Oliven, bonsoir, chef d'entreprise et essayiste. Votre dernier ouvrage, Le Dictionnaire amoureux des Juifs de France, épatant dictionnaire amoureux, vient de paraître aux éditions Plomb. Selon vous, après le 7 octobre, on a vu apparaître un nouvel antisémitisme qui considère que tout Juif est comptable de ce que fait Israël. Mais la France continue d'être, à vos yeux, et au moins historiquement, le pays le moins antisémite du monde. À côté de vous, Galina Elbaz, bonsoir. Vous êtes avocate et vice-présidente de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Selon vous, il y a eu un isolement des Juifs de France depuis 2 ans, d'abord avec la hausse de l'antisémitisme, mais aussi parce que les représentants publics, et notamment le président de la République, Emmanuel Macron, donc, n'ont pas pris la mesure de cette déflagration qu'a représenté le 7 octobre. Et à côté de vous, Magali Lafourcade, bonsoir. Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Selon vous, il y a une énorme responsabilité des politiques en France qui se sont désengagés des questions de racisme et de l'antisémitisme. Il y a pourtant énormément de leviers possibles, ajoutez-vous, notamment au niveau juridique et au niveau évidemment de l'éducation. On en parlera tout à l'heure, mais on va démarrer le débat avec la déclaration du jour. Elle est signée Emmanuel Macron, président de la République, aujourd'hui même sur Twitter, en hommage donc aux victimes des massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Nous n'oublions pas, écrit le président de la République, nous pensons avec fraternité à toutes les victimes, parmi lesquelles 51 de nos compatriotes. Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui en leur mémoire, notamment au Quai d'Orsay. Nous n'oublions pas, dit le chef d'État Galina Elbaz, est-ce que le souvenir est toujours suffisamment vivace ou vous trouvez qu'il s'est trop vite éclipsé? Alors, je crois que en temps réel, des massacres du 7 octobre, il y a eu un retard à l'embrayage dans la solidarité. On n'était même pas, là je parle même pas du souvenir, je parle même de la commémoration initiale au moment où les actes se passent. On a eu l'impression d'une amnésie traumatique, certes, et des Français juifs, et j'oserais dire au crédit des Français en général, d'une amnésie traumatique totale, puisque alors même que ce pogrom se réalisait, il y a eu un manque de réaction, à la fois de la parole publique, mais aussi des Français. Au moment où je regardais le petit reportage que vous avez diffusé, j'ai eu en mémoire, moi j'étais une jeune adolescente, les Français dans la rue pour la profanation des tombes de Carpentras. Nous étions plus d'1 million dans les rues de Paris. Et ce n'était pas une affaire de Juifs, ni de Français juifs, c'était une affaire nationale. Alors, au-delà du souvenir, je crois que le traumatisme... On voit d'ailleurs François Mitterrand. Oui, moi j'étais dans ce rassemblement. J'ai après été dans les rassemblements pour les crimes de Mohamed Merah. Et là, il y avait 10 000, 12 000 personnes, uniquement des Français juifs. Après, j'ai vécu, comme beaucoup d'entre nous, le 7 octobre en temps réel à la télévision, des massacres en temps réel. Et là encore, mon traumatisme, et là c'est au-delà du souvenir, mon souvenir, il est traumatisant, c'est de constater que le 7 octobre, j'ai regardé les réseaux sociaux, de nombreuses associations, moi je représente la LICRA, et d'associations, d'ONG, de grandes instances nationales, et il n'y a pas eu de mots, non, il n'y a pas eu parfois même de mots commémoratifs. Denis Oliven, qu'est-ce que ça a changé pour vous le 7 octobre 2023? Vous n'aviez jamais mis en avant vraiment vos origines juives. Qu'est-ce que ça a ravivé chez vous? Moi, je suis le prototype du Français juif, d'une famille absolument pas religieuse, pas du tout communautaire, laïque, républicaine et patriote, dont l'identité juive est l'un des éléments de son identité et pas du tout un élément majeur. Enfin,
c'est pas mon déterminant fondamental. Mais je me suis aperçu, ce qui m'a le plus frappé, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce dictionnaire, le 7 octobre a été pour moi l'occasion de mesurer à quel point nous, Français, juifs et non-juifs, étions ignorants de notre histoire, de la longue histoire et de la merveilleuse histoire qui réunit les Français ou la France et les Juifs. D'abord, c'est une très vieille histoire. Les premiers Juifs sont arrivés sur le sol de ce qui allait devenir la France il y a 2000 ans. En Provence, il y avait des Français, il y avait des Juifs, en Alsace-Lorraine depuis le 9e siècle, à Bordeaux depuis... Donc d'abord, le 16e siècle. D'abord, c'est une longue histoire. Ensuite, c'est une histoire exceptionnelle, extraordinaire. L'émancipation. D'amitié, et qui exprime d'ailleurs le génie français, la qualité. Ça vous a affecté personnellement le 7 octobre? Qu'est-ce que... Quand vous avez vu ça... Non, mais je me suis souvenu de ça. Je me suis souvenu que la France est le pays qui a le premier émancipé les Juifs en 1791, dans lequel il y a eu pour la première fois de son histoire des ministres en 1848 juifs, qui s'est soulevé, Jaurès, Péguy, Zola, pour défendre un capitaine juif accusé du fait de l'antisémitisme, qui a nommé un premier président du Conseil dans l'histoire occidentale juive avec Léon Blum. Et même l'épisode de la guerre, de la collaboration qui était le fait d'une minorité, 75% des Juifs de France ont échappé à l'extermination, alors que dans toute l'Europe occupée, 75% des Juifs étaient exterminés. Donc, il faut qu'on se souvienne, ce n'est pas du tout pour minorer ce que vous venez de dire, mais la France est, encore aujourd'hui d'ailleurs, les enquêtes le montrent, sans doute le pays le moins antisémite du monde. On reviendra sur les enquêtes, et donc l'émergence d'un antisémitisme sur certains segments de la population est très liée au Proche-Orient. L'apparition d'un nouvel antisémitisme ne doit pas nous faire oublier que les formes anciennes de l'antisémitisme ont pour l'essentiel disparu. Justement, sur cet antisémitisme-là, Magali Lafourcade, le 7 octobre, il réveille principalement le sentiment d'appartenance de beaucoup de Juifs de France à cette communauté, ou ça réveille une peur principalement? Non, moi je crois qu'en fait, ça a été un moment, comme l'a dit Galina Elbaz extrêmement bien, où il y a eu un sentiment d'isolement au sein de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment identitaire à ce moment-là. Ce qu'il y a, c'est le décalage avec la société. Mais les prémices étaient déjà là avec l'affaire Mera. On a d'abord parlé des Juifs enfants de l'école aux Torah, au lieu de dire que c'était des enfants avant tout. Et donc, ça n'a déjà pas été pris à sa juste mesure. Est-ce qu'on aurait autant parlé de l'hyper-cachère en 2015 s'il n'y avait pas eu Charlie Hebdo juste avant? Donc, il y a déjà ce problème-là. Et là, on a vu ce décalage avec la société. Moi, à ce moment-là, puisque la CNCDH, on fait des études d'opinion au long cours depuis 1990, on sait qu'à chaque fois qu'il y a des moments très violents au Proche-Orient, il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Je suis allée voir le directeur de cabinet de la ministre de l'Égalité de l'époque. On était peu de temps après le 7 octobre. Et j'ai dit, il faut absolument réunir d'urgence le comité de suivi du plan qu'avait bâti Elisabeth Borne, qui était un plan de lutte. Non, on m'a dit, ce n'est pas le sujet. Voilà. Et alors que, cette année-là, multiplication par 4 du nombre d'atteintes. Et alors, juste sur les chiffres, peut-être un tout petit mot. Quand on dit multiplication par 4, et puis une légère baisse de moins de 6%, enfin, c'est quand même des niveaux extrêmement élevés. Il faut mesurer deux choses. Quand on ramène ce nombre de chiffres à la population concernée, c'est effarant. Et parce que c'est une toute petite population, c'est une toute petite minorité en France. Et quand on ramène à la nature des actes, qui sont essentiellement des menaces et des violences aux personnes, là aussi, c'est effarant. Ça n'a rien à voir avec les autres chiffres. Parce que la communauté juive, c'est 500 000 personnes en France. Je voudrais mettre une hypothèse, parce que c'est pas du tout pour minorer ce qui se passe. Je suis évidemment conscient de la difficulté. Mais je pense que quand on dit antisémitisme de manière large, une très large partie de la population française ne se sent pas du tout concernée. Parce que, et les enquêtes le montrent, la population, globalement, le niveau d'antisémitisme de la population en général, à part quelques segments sur lesquels on va revenir, a vu le niveau de préjugés antisémites décroître considérablement. Il y a des enquêtes... Et donc il me semble qu'il y a dans la réaction, dans ce qu'on a... Quand on a le sentiment d'une indifférence des Français au sort des Juifs, c'est qu'ils ont le sentiment que la plupart des crimes antisémites ou des actes antisémites qui ont été commis ces dernières années sont le fait, vrai ou faux,
de l'islamisme. Et donc, c'est pas les Français, ils se sentent pas concernés mais sur cette baisse des clichés, Galina Elbaz. Oui. J'entends, mais en réalité, les corps des Israéliens est encore chaud le 7 octobre, de franco-israéliens aussi, il y a eu 48 victimes, que l'antisémitisme en France explosait déjà le 8 octobre au matin. On était déjà en cellule d'alerte à la LICRA parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Galila Fourcade le sait pertinemment bien, le dernier trimestre 2023, c'est une hausse par mois de 1000% des actes antisémites. Donc en réalité, on a assisté à une inversion accusatoire, c'est-à-dire que les victimes sont les victimes. Alors que les Français juifs et les Israéliens sont des victimes, on a retrouvé sur les réseaux sociaux des déferlantes de haine antisémite concernant et les victimes et les Français juifs, avec des passages à l'acte. Il a été rappelé 1676 actes en 2023 à caractère antisémite. On était effectivement à 436 en 2022. Mais en 2022 déjà, les 436 actes, c'est 30% du contingent des actes racistes en France. Effectivement, une population française juive de 400 000 personnes. Si on rappelle... Il n'y a pas de statistiques techniques, mais effectivement, mais évidemment, mais si on rapporte aux actes anti-musulmans, et là, moi, je ne veux pas faire de la concurrence de souffrance, mais on est à une centaine d'actes par an, et c'est vous dire la proportion dramatique, d'ailleurs, de ces actes. Et moi, je crois que, effectivement, les barométries, les études de victimation, et à la fois les études auprès des populations françaises, sont des études intéressantes, mais elles sont autodéclaratives, pardon. C'est-à-dire que si on demande à un Français, êtes-vous raciste, êtes-vous antisémite, avez-vous des préjugés antisémites, il n'y en a aucun qui va vous répondre oui. Il n'y en a aucun qui a la conscience de son propre antisémitisme aussi. Galina Elbaz, ceci a amené certains membres de la communauté des Juifs de France à décider de partir en Israël. On en parle avec vous, de faire leur alia. Oui, exactement. Il y a même un salon pour l'alia qui se tient chaque année à Paris, Lyon et Marseille. D'ailleurs, la dernière édition remonte à mi-septembre. Plus de 3000 familles se sont inscrites en amont de l'événement pour s'informer sur un potentiel départ, ce qui prouve que l'intérêt est grandissant. Ceux qui décident de partir, en fait, le font parce qu'ils craignent pour leur sécurité, celle de leurs enfants, mais ils le font aussi parce qu'ils ne supportent plus ce qu'ils considèrent comme un antisémitisme d'atmosphère dans la vie de tous les jours, au travail, dans la vie culturelle, dans les festivals, dans les médias. Et donc, en 2024, plus de 2000 Juifs français ont fait leur alia, selon le directeur de l'agence juive pour Israël en France. C'est 96% de plus qu'en 2023, mais c'est nettement moins qu'en 2015, après les attentats de l'Hypercacher, où là, 7835 Juifs français avaient quitté le pays. Toujours est-il qu'en Israël, le ministre de l'Alia et de l'Intégration, Ophir Sofer, cherche, lui, à attirer de nouveaux Juifs du monde entier. Il vient d'ailleurs de lancer une nouvelle campagne nationale, baptisée Encore mieux, on voit les images ici. Et il était justement de passage au salon de l'Alia à Paris. Et il a appelé ouvertement les Juifs français, je le cite, à rentrer à la maison, l'Alia étant la seule réponse sioniste appropriée. Galina Elbaz, est-ce que vous avez déjà songé à quitter la France ? Alors moi, je n'ai pas envie de... Je suis française, donc le sujet ne se pose pas. Mais vous n'y avez jamais pensé Non, moi, je n'ai pas pensé à quitter la France. Le sujet n'est pas là. Moi, je suis une combattante, déjà. Je suis une combattante contre le racisme, contre l'antisémitisme aussi. Et je ne me définis pas forcément en tant que juive, en tant que française. Le sujet n'est pas là. Je suis une combattante universaliste. Et je crois aux lumières universalistes de la France. La France a su montrer dans son histoire qu'elle savait résister. Qu'elle savait résister à l'intolérance, à la haine. Aujourd'hui, je constate, en revanche, en tant qu'universaliste, justement, j'aime cette phrase du poète Terence, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et tous les combats que j'ai menés, moi, dans ma vie, ce ne sont pas des combats de Françaises juives, ce sont des combats de Françaises universalistes. J'ai d'abord milité pour les droits LGBT, j'ai milité pour toutes les causes antiracistes, et beaucoup de Français juifs ont été toujours aux avant-postes de tous ces combats-là. Aujourd'hui, je constate, en revanche, qu'ils sont seuls. Ils sont seuls. Les dessinateurs de Charlie Hebdo étaient seuls, et c'est pour ça que ils ont été attaqués et assassinés. Toute personne qui est seule dans son combat, quand elle est victime de haine ou de crimes de haine, est une cible. Je ne suis pas plus une cible qu'un autre, mais je le deviendrai si je suis seule. Galina Fourcade, est-ce que la défense de la cause palestinienne, c'est ce que certains disent, a servi de chambre d'écho aux propos antisémites? Est-ce que les choses ont été mélangées? Est-ce qu'il y a eu des amalgames? Alors, il y a toujours, depuis, on le constate, donc déjà
en 2000, au moment de la seconde intifada, on a vu une résurgence de l'antisémitisme dans les opinions. Et donc, oui, évidemment, il y a des amalgames qui sont faits. Et le gros problème, c'est de considérer que les Juifs de France seraient comptables de la politique de Netanyahou, alors que beaucoup d'Israéliens eux-mêmes vont dans la rue, la critiquent, et même une majorité, effectivement. Non, je crois que ce qui est intéressant dans notre étude là-dessus, c'est de montrer que, d'une part, même si les Juifs de France ont le sentiment d'être lâchés, la population qu'on sonde considère qu'une lutte vigoureuse contre l'antisémitisme est une priorité. 78% pensent que c'est ultra important. Donc ça rejoint ce que dit Denis Oliven. Et puis, juste là-dessus, sur l'ambivalence vis-à-vis de Gaza, en fait, on constate que quand même beaucoup de Français, ou de personnes interrogées, parce que c'est la population française, ont tendance à ne pas comprendre tellement ce qui se passe là-bas. Ils renvoient dos à dos les uns les autres. C'est un conflit qui est ancien, qui est compliqué et qui est finalement pas juste aux portes de chez nous, sauf que ça fait monter un préjugé en particulier parmi les préjugés, parce qu'on ne demande pas aux gens est-ce que vous êtes antisémite, on cherche, voilà, selon les préjugés, les Juifs et l'argent, les Juifs et le pouvoir, et la double allégeance. La double allégeance. Et la double allégeance, c'est l'idée que les Juifs... Est-ce que vous êtes sommé de prendre position, vu de Denis Oliven, sur ce conflit ? En effet, le nouvel antisémitisme, c'est l'équation suivante. Tout Juif est comptable d'Israël, tout Israël est comptable de son gouvernement, et ce gouvernement est génocidaire. Donc tout Juif est génocidaire. Mais cette équation, je le répète, parce que si on n'est pas précis, on taille trop large dans le combat. Quand on regarde les segments de la population, de l'opinion, qui sont touchés par ce sentiment, il y a en gros 3 segments de la population. Globalement, 90% Alors, des qui Français... sont ces 3 segments ? Alors ces 3 segments, c'est... une partie de la communauté arabo-musulmane, pas du tout la majorité, mais c'est à peu près 3 fois plus que la moyenne du préjugé antisémite chez les Français, qui est autour de 10%. C'est d'autre part, il y a un fond résiduel de l'extrême droite, de l'antisémitisme d'extrême droite, mais c'est un antisémitisme d'opinion. Mais on a vu émerger de manière très forte un antisémitisme, non seulement d'opinion, mais d'action. Est-ce que je suis prêt à taguer une synagogue qui est à l'extrême gauche, chez les électeurs de LFI, pour ne pas le dire, et qui a été évidemment favorisé par les ambiguïtés de LFI. Et puis, il y a la jeunesse éduquée, dans lequel on voit apparaître dans les universités. Donc, ces 3 segments de la population... Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ces 3 segments ? Est-ce que c'est l'extrême gauche, dont on dit beaucoup qu'elle nourrit cet antisémitisme? Évidemment. D'abord, je me dis qu'on a un travail d'éducation à faire sur les segments qui sont touchés, sur la communauté arabo-musulmane et sur la jeunesse, et on a un combat à conduire parce que la gauche, historiquement, est devenue elle-même, au moment de l'affaire Dreyfus, quand elle a cessé d'être l'avocate du seul prolétariat pour devenir l'avocate de l'humanité tout entière, en devenant dreyfusarde. Et donc la position d'LFI aujourd'hui, facteur, elle le réfute, mais enfin, facteur de propagation de ce nouvel antisémitisme est une rupture profonde. Pour vous, un reniement. Quand on regarde historiquement, l'antisémitisme est un marqueur du projet totalitaire, antidémocratique. Les hitlériens étaient antisémites, les staliniens étaient antisémites, l'islamisme radical est antisémite. Donc si la gauche rompt avec son combat contre l'antisémitisme, ça veut dire qu'elle s'éloigne de la République. Alors, les actes antisémites, on le disait, ont explosé en France à cause de l'importation du conflit, selon le philosophe et académicien Alain Finkielkraut, qui vise un homme en particulier. Écoutez. Qui alimente le feu de l'antisémitisme aujourd'hui? C'est Netanyahou, évidemment. Netanyahou, il alimente le feu. Oui, bien sûr, il alimente. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Mais si vous voulez, c'est sa politique que les étudiants, dans leur esprit de simplification, considèrent comme une politique génocidaire. Et c'est ça qui alimente l'antisémitisme. Galina Elbaz, vous rejoignez ces propos de Finkielkraut? Alors, je pense qu'il y a 2 temps quand même, l'antisémitisme, avant même la riposte israélienne, qu'on soit pro ou contre Netanyahou, contre la politique qu'il mène, et évidemment, il y a énormément d'éléments pour critiquer et contester ce qui se passe, évidemment, au plan humanitaire à Gaza, mais avant même la riposte israélienne, nous l'avons dit, l'antisémitisme avait déjà pris 300% en France. Et donc, je crois qu'on a structurellement quand même un antisémitisme en France qui s'est développé sur les charniers du 7 octobre avec un soutien clair, hélas,
au Hamas qui s'est manifesté dans les rangs de l'extrême gauche. J'en veux pour preuve, hélas, les réseaux sociaux sont infestés de prise de parole politique de la France insoumise qui qualifie le Hamas de résistant, avec un soutien à la résistance palestinienne qui a, ce qu'on appelle la résistance palestinienne dans les rangs de l'extrême gauche, qui a, à mon sens, exacerbé la haine et le passage à l'acte violent. On a aujourd'hui en France, dans les campus, des appels à l'intifada. Et je crois qu'il faut avoir Alors, en tête justement, vous parlez de campus, Magali Lafourcade, l'éducation est cruciale, mais de façon générale, pour lutter contre l'antisémitisme. De dire que l'antisémitisme aujourd'hui serait résiduel à l'extrême droite. Alors, nos études sont très robustes. Ce sont les mêmes questions, les mêmes séries de questions. Vous voulez dire qu'il est très virulent, il demeure virulent. Et en fait, les gros bataillons d'antisémites aujourd'hui, c'est les sympathisants du RN et de Reconquête. Ça descend. Dans le reste de l'arc républicain, ça remonte côté LFI, il y a plus d'antisémitisme de ce côté-là, mais par contre, les gros bataillons, ne nous y trompons pas, l'antisémitisme n'est pas résiduel. Il reste d'extrême droite chez les sympathisants d'extrême droite. Je ne dis pas que la ligne du parti est celle-là, je dis juste que les sympathisants, pour eux, on a des scores très élevés d'antisémitisme chez eux. Denis Oliven. Non, mais bien sûr, mais il y a une énorme différence, c'est que, vrai ou faux, de bonne foi ou mensonger, tactique ou profond, l'expression politique de l'extrême droite, le Rassemblement national, a officiellement rompu avec l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Donc, une chose était une électeur et l'autre est la légitimité donnée par l'appareil politique qui vous représente dans le champ du discours antisémite. Donc, d'un côté, on a un RN qui a officiellement rompu avec l'antisémitisme et de l'autre, on a un LFI chez ses dirigeants. Et de l'autre, on a un LFI qui a officiellement pris ses distances avec le combat traditionnel de la gauche contre l'antisémitisme. Et ça, c'est une différence majeure. Galina Elbaz, si les négociations pouvaient aboutir à une paix durable au Proche-Orient, ceci pourrait contribuer à ramener l'art de la nuance et à apaiser et à faire baisser justement cet antisémitisme en France. Évidemment, mais je ne voudrais pas terminer ce débat par un propos de Cassandre, mais j'ai mal au cœur de penser quand même que le 7 octobre 2023, ce sont les kibboutz de la paix qui ont été assassinés en Israël. Ce sont les militants de la solution, les kibboutz de gauche, les kibboutz de la Shomer HaTzaïr, les kibboutz qui sont proches du mouvement pacifique israélien, qui ont été assassinés. Ils étaient favorables à la solution à 2 États, ils étaient favorables à la paix. Et je pense que le Hamas ne souhaite pas la paix, qu'évidemment le camp de la paix doit triompher, mais qu'on n'en a pas fini avec l'antisémitisme et qu'il n'est pas résiduel ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche et que c'est un combat permanent de nous tous et pas uniquement des Juifs français. Merci à la combattante que vous êtes et merci à vous trois d'avoir participé à notre débat. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Un nouveau grand-duc au Luxembourg. Ce n'est pas un hibou somptueux, c'est un chef scout qui est monté sur le trône. Et la queue est la nouvelle tendance chez les zones excitées des réseaux sociaux. Vous allez tout comprendre. Mais avant cela, le mot vedette du jour, Zone Patrol. C'est un mot polonais du nom de ces patrouilles de jeunes masculinistes qui s'érigent en nouveaux juges de la bienséance vestimentaire pour les jeunes filles. C'est entendu. Sean Patrol. Sean Patrol. Sean Patrol. La trend Sean Patrol. C'est la tendance en ce moment en Pologne. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Sean Patrol, terme polonais dérivé de l'allemand schön, joli, et du latin patus, pied, traduisible par patrouille anti-prostituée, désigne un mouvement polonais spontané de surveillance vestimentaire en mission pour contrôler l'accoutrement des jeunes filles. Celui-ci doit respecter la vision très prude des effarouchés de la Sean Patrol. Depuis août, ces patrouilleurs de la vertu, parés d'un gilet jaune barré de l'inscription Sean Patrol, traquent la maille trop courte et exposent sur les réseaux, et sans leur accord, les ados dont la tenue est jugée inappropriée. Comprenez, agitatrice de libido. Les gamines sont ensuite harcelées sur les réseaux. Une plateforme polonaise de protection de l'enfance a déjà rapporté 15 000 cas de cyberharcèlement liés au Sean Patrol, tandis que le 5 septembre, les vidéos de cette brigade du stupre comptaient déjà 15 millions de vues. Le gouvernement polonais est sur les dents et les plateformes ont rangé Sean Patrol dans les hashtags toxiques. Majoritairement mineurs, donc statistiquement puceaux, puisque l'âge moyen du premier coït en Pologne est à 17,54 ans, ces gardiens de la fesse interdite sont un énième avatar du vaste élan mondial masculiniste, frustré, revanchard et parfois violent, dont le projet social est de reprendre aux femmes ce qu'elles ne leur ont jamais volé.
alors que la Pologne rogne sur le droit des femmes. Dans un contexte où une Iranienne meurt après son arrestation pour non-respect du code vestimentaire féminin, où un taliban explique, pour justifier le hijab, que les femmes n'ont besoin que d'un seul œil pour voir, émergent ces bébés justiciers. Remède, plus de pas de patrouille, moins de putes patrouille. Merci Thibault Nolte. Marie-Xavier, joie de vous revoir. Ça va ? Réciproque. Alors, vous êtes heureux que le Luxembourg est un nouveau grand-duc ? Bah oui, Comment il s'appelle, Guillaume V, suite à l'abdication de son papa. Après 25 ans de règne, vous allez nous raconter une histoire dynastique, Jeanne Mauduit. Qui commence au congrès de Vienne, Élisabeth, dont l'acte final est signé le 9 juin 1815. Vous savez, ce congrès qui redessine la carte de l'Europe pour préparer l'après-Napoléon. Et bien, c'est à ce moment-là que le duché de Luxembourg est érigé en grand-duché indépendant, mais confié aux Pays-Bas. C'est-à-dire que vous avez Guillaume Ier, prince d'Orange-Nassau, qui est roi grand-duc. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire il est roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg. Alors, cette indépendance, c'était le respecter, Xavier ? Non, le Luxembourg, c'est considéré comme une simple province du Royaume-Uni des Pays-Bas. Un Royaume-Uni qui compte aussi ce qu'on appelait par le passé les Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire la Belgique. Et la Belgique se soulève en 1830. Elle obtient son indépendance de dure lutte. Et puis, au passage, elle récupère de dure lutte, une dure lutte. Récupère toute la partie occidentale du Luxembourg. Vous imaginez combien Guillaume Ier est furibard, il bouillonne de colère. Bref, vous l'avez compris, le grand-duc hibou. D'ailleurs, il ne reste pas longtemps, il est complètement déconsidéré et il abdique en 1840. Enfin, c'est son fils qui lui succède. Pour le Luxembourg, en fait, rien ne bouge jusqu'en 1890. Alors là, il se passe un truc extraordinaire. À ce moment-là, le roi grand-duc Guillaume III meurt et il a une fille, Wilhelmine. Elle devient sans problème reine des Pays-Bas, sauf qu'elle ne peut pas devenir grande-duchesse de Luxembourg. Parce qu'au Luxembourg, la succession se fait que par les hommes. Dans la famille de Nassau. Vous voyez, on n'a pas le choix, il faut un homme. Ouais, et alors, donc, que devient... qu'est-ce qui se passe ? On cherche quelqu'un qui a une kikoute. De haute lutte. Voilà, c'est ça. On cherche quelqu'un qui a une kikoute, on trouve un cousin, Adolphe de Nassau. Voilà, c'est ça, c'est un homme. Et d'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de la dynastie actuelle. Et remarquez que ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que dans la réalité des faits, enfin, le Luxembourg est indépendant des Pays-Bas. Bon, cette histoire virile pourrait s'arrêter là, sauf qu'au début du XXe siècle, le grand-duc, ici les Guillaume IV, à ce moment-là, a 6 enfants, c'est très bien, sauf que ce sont 6 filles. Ah, comment on va faire ? Non, mais c'est ça. Là, il n'y a pas de cousin disponible. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'une loi est adoptée en 1907. Désormais, les femmes peuvent devenir grande-duchesse. Donc la dynastie est sauvée par les femmes, et c'est aussi une victoire pour les femmes. Quant aux hommes qui sont rétrogrades, à cheval sur les vieux principes dynastiques, ils ont les Nassau qui fument. Dites donc, très fort. Merci Mauduit. Alors, la queue, elle va en poupe ? Ah bah ouais, pareil, la queue est le lieu de la nouvelle socialisation. Exactement, c'est vrai. Je vais dire file d'attente. Moi, oui, bien sûr, c'est de celle-ci dont on parlait. Mais c'est un paradoxe que je trouve absolument génial. On est dans une société qu'on qualifie de gratification immédiate. On dit qu'on a toujours tout de suite. Par exemple, on est sur Internet, on voit une crème de jour, un sérum repulpant qui nous plaît. Hop, on clique, 3 heures plus tard, il est livré sur notre paillasson. J'exagère, mais à peine. L'offre rencontre très vite la demande. Notre monde s'est accéléré. Et pourtant, depuis peu, le lieu où l'on cause, où l'on aime être vu, où on se montre pomponné comme jamais, c'est le trottoir. Voilà, c'est ça. Où les gens vont poireauter, debout, immobiles, comme ça. Souvent, ils sont comme ça depuis 5 heures du matin, voire depuis la veille au soir. Pourquoi faire ? Avec une petite pluie fine dans le cou comme ça, sinon c'est pas drôle, ça rajoute à l'expérience. Pourquoi ? Pour être le premier à déguster un croissant parisien, ou à s'acheter le nouveau cosmétique coréen, ou le laboubou chinois, dernière génération, ou le smartphone américain, ou même une cocotte française. L'année dernière, la fameuse marque Le Creuset, vous savez, vieille marque admirable. Ils avaient dû appeler la police en renfort pour gérer le chaos provoqué par la file d'attente devant la vente d'usine en Angleterre, dans le Hampshire. Sauf que cette file d'attente, ce qui a changé, c'est qu'elle n'est plus vécue comme un mauvais moment à passer en rongeant son frein ou ses ongles, mais comme un événement en soi. C'est devenu un rituel social qu'on va filmer, photographier, documenter, poster sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on y était,
qu'on fait partie de cette élite très éphémère qui a fait la queue en premier et qui va décrocher, parce que souvent il y a un petit cadeau bonus, vous savez, que la marque donne évidemment au premier arrivé. Voilà, ce sont des files d'attente en plus qui sont amplifiées par la vitesse de circulation des informations. C'est beaucoup plus facile qu'avant de rassembler en quelques secondes une foule, toujours grâce à ces réseaux sociaux. Et alors, il y a différents articles actuels qui ont été consacrés à ce phénomène de la queue leu-leu moderne. Libération, la BBC, tous témoignent de gens très contents d'attendre parce qu'ils se font plein d'amis, ils discutent dans ces queues et les marques très contentes de faire attendre les gens parce que ça leur fait une pub gratuite et très spontanée, totalement humaine. Les seuls en fait que ça dérange, ce sont les pubs anglais qui se sont mis depuis peu à afficher des panneaux qui disent littéralement « Arrêtez de faire la queue, ne faites pas la queue leu-leu pour venir acheter votre bière, posez vos coudes au comptoir, venez vous accouder au zinc ». Voilà, il y a un débat très sérieux qui fait rage, ça a même fait la une du Wall Street Journal, entre d'un côté les jeunes Britanniques qu'on accuse d'avoir imposé leur culture de la sage file d'attente, notamment depuis la pandémie avec les règles de distanciation sociale, et les vieux habitués qui revendiquent haut et fort le droit au chaos sur le zinc. Voilà, je vous laisse choisir votre camp. C'est tout vu. La muse de la culture pop, merci. Merci à tous. Dans un instant, ne manquez pas le dessous des cartes, l'essentiel consacré ce soir au 7 octobre et plus spécifiquement à la géographie d'un massacre. À demain, meine Liebling. Tchuss.